Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café Presse Politique se retrouve à nouveau ce mercredi, veille du mois de Ramadan. Peut-être on le saura demain, avant-veille dans tous les cas. On le saura demain. Pour le quatrième numéro, sans Khaled Drani, le présentateur de cette émission, détenu à Arléa depuis 24 jours aujourd'hui, à qui nous dédions chaque numéro du Café Presse Politique. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rania Moufouk pour la première fois. Bonjour Rania, bienvenue à Radio M. Merci. Luisa Aed Hamadouche, bonjour Luisa. Bonjour Hassan. Bienvenue. Et nous aurons au téléphone avec nous, à partir d'Aqbou, donc confiné, Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Bonjour Saïd. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'avoir un retour rapidement. Le barh, avec le café, les experts éco, on a un peu galéré sur le plan technique. L'écoute est bonne Saïd, ça va? Oui, très bien, je vous entends très bien. Alors, on va commencer par toi, Saïd, pour l'image de la semaine. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? C'est le rituel du Café Presse Politique. Cette semaine, un fait, une image, un événement. Alors, avant de Alors, ça sera rapide, parce que c'est juste une introduction. Hein. Très bien. D'abord, une pensée à Khaled Drani, notre ami. Je vais être votre invité le jour de son arrestation. Malheureusement, voilà, il a été arrêté. J'ai pas pu être à l'émission. Mais sinon, ce qui m'a retenu cette semaine-là, c'est tout cet élan de solidarité contre le coronavirus. J'ai eu l'occasion de visiter une association ici à Akbou. Ça m'a vraiment impressionné, cet élan de solidarité qui s'organise de manière vraiment spontanée sur le terrain. Ça m'a vraiment marqué. Oui. On dira tout à l'heure qui sont peut-être les acteurs de cet élan de solidarité. Rania Moufouk, une image cette semaine, un événement? Alors avant de commencer, si vous permettez, Adi, vous venez de faire remarquer que c'était la première fois que j'étais ici à Radio M, en effet. Je voudrais dire pourquoi je suis là. Comme je passe ma vie, paraît-il, à donner des leçons pour que chacun dise d'où il parle, je vais dire d'où je parle, pour les auditeurs, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Je dois dire que je connais Radi Hassan depuis plus de 40 ans. On a fait nos études ensemble en sciences éco et on a nos premiers engagements, on peut dire, militants, en tout cas pour ma part. Alors j'ai même écrit un petit texte pour être très précis sur le pourquoi je suis là, que je ne vais pas le lire, mais je vais m'en inspirer. Alors je ne pouvais pas refuser son invitation, que j'avais pourtant refusée à Khaled Drani, qui est présent aujourd'hui avec nous de manière assez lourde. Il faut dire que son emprisonnement, c'est quelque chose d'extrêmement pesant par l'injustice, d'abord, mais également par nos impuissances à faire que cette chose eût été impossible. Alors quand j'ai refusé à Khaled Drani, ce n'était pas contre lui, mais je ne me voyais pas à ma place dans le dispositif tel qu'il était mis en place à Radio M, où en gros, pour aller vite et sans être méchante, j'avais le sentiment que rien n'était organisé pour un débat contradictoire, que tout le monde était dans la répétition comme dans une espèce de scénographie du même discours, et c'est ce dispositif qui m'a dérangée parce que je ne pensais pas comme la majorité semblait penser, notamment autour de ce que l'on appelle le hirak. Donc si aujourd'hui je suis là, c'est par solidarité, amitié avec Hassan, solidarité avec les collectifs ou ce qu'il en reste de Radio M, de Maghreb émergent, et une solidarité qui est aussi une loyauté à mes propres combats. Parce que la censure est inacceptable. Dans les formes dont elle continue à s'exercer
aujourd'hui dans notre pays. Voilà pourquoi je suis là. Maintenant, je vais vous dire, de manière libre et autonome, mon image du jour. Ce ne sera pas une image, ce sera un bruit, un son. Est-ce que vous avez remarqué qu'à 15 heures, un silence s'installe dans la ville qui vous donne un nouveau sens, l'ouïe, et que vous entendez de manière totalement différente le bruit de la ville et les bruits de votre propre corps. Les oiseaux, les faucons, les hirondelles, etc. Et ça nous renvoie, c'est vraiment, ça nous ramène à une autre perception du monde, y compris cet espace qui est le nôtre, puisqu'on est enfermé, confiné dans nos maisons, qui prennent subitement des autres dimensions. On a presque l'impression qu'on n'est plus chez nous, rien que par cette espèce de silence. Et ça nous ramène à cette époque incroyable que nous sommes en train de traverser. Cette année 2019 va être quelque chose, je pense, qui va marquer durablement les mémoires. Quelle ironie, quel destin pour un pays comme l'Algérie, à l'intérieur, bien entendu, de toute la planète. C'est au moment où il y a eu un Hirak 19, où nous avons pris le droit d'occuper l'espace public, que cette maladie étrange et incroyable nous l'interdit et nous ramène de nouveau au silence. Voilà, c'est un peu cette image. Ça va être d'ailleurs un peu le cœur de cette émission, ce lien entre conquête de l'espace public et perte de cet espace-là, notamment à cause du Covid-19. Merci, Rania. Merci Rania pour cette très belle image et qu'on partage, je pense. Mon image sera bien moins romantique et bien moins bien exprimée. En fait, je retiens la chute vertigineuse des prix du baril du pétrole américain, des prix négatifs. C'était jamais arrivé. Et pourquoi c'est une image importante pour moi? Parce que c'est, je pense, une énième leçon à ceux qui persistent dans la nécessité de ne pas comprendre que l'économie de rente, ça ne peut plus durer, que ce n'est possible ni pour une grande puissance et encore moins pour une économie qui se cherche et une économie qui veut être émergente. En fait, pour moi, la leçon, c'est de dire arrêtons d'espérer que le pétrole va remonter, parce que même si ça arrive, ce ne sera pas la solution. Oui, ça risque d'être l'image de la décennie, pas seulement l'image de la semaine. Les prix négatifs, c'est effectivement tout à fait renversant. Alors, sommes-nous revenus au 21 février 2019 ? C'est une question qu'on est obligé, chers amis, de nous poser aujourd'hui, tellement nous avons le sentiment d'étouffer, c'est l'expression qu'a utilisée Rania, sous le rouleau compresseur de la censure, de la répression. On a parlé de Khaldani qui était en prison, on a parlé des interdictions qu'ont subies des médias, dont les nôtres. Et en règle générale, le tableau est aujourd'hui tellement sombre, les convocations qu'il y a eu encore depuis le début du confinement, c'est des convocations adressées à des activistes du Hirak, des incarcérations, des mandats de dépôt, des prolongations de détention, des condamnations à des peines fermes totalement inattendues. Je pense notamment à celle d'Abdouhab Farsaoui, une année de prison dans le contexte du confinement, encore une fois, et du Covid-19 et de la trêve sanitaire. Ce tableau-là, Saïd Salhi, vice-président de la Ligue des droits de l'homme, est-ce que c'est un tableau qui ressemble finalement à ce qu'il y avait avant, ou est-ce qu'on peut dire, vous qui observez un peu l'évolution de l'état des libertés en tant que militant humanitaire, est-ce que c'est une dégradation ? Oui, je dirais qu'on tend vers ça, oui, parfaitement, on tend vers la situation, je dirais pas du 22 février, je dirais d'avant 22 février, parce que pour moi, 22 février reste un sursaut. Non, c'était le 21 février, ce que j'ai dit. J'ai dit, sommes-nous revenus au 21 février. Donc c'est bien avant, je parle d'avant. Même avant, à cette période qui a marqué un peu donc le pays, entre 2012 jusqu'à 2019, cette période justement de rétrécissement des libertés, cette période justement de recul des libertés, on l'a vu dans le sillage de ce qu'on a appelé le printemps arabe, jusqu'à 2019, et on est vraiment dans cette situation. Et se confirme de jour en jour. Et surtout dans cette conjoncture de coronavirus où, on l'a dit, en tant que Ligue des droits de l'homme, le pouvoir en place en profite vraiment amplement et de manière honteuse du confinement, de la trêve sanitaire observée par le Hirak pour justement en finir avec le rêve algérien et ce sursaut qui a eu lieu le 22 février.
Oui, on peut quand même se poser la question si la dégradation, cette option de réprimer plus, elle n'a pas quand même commencé avant le confinement. Elle a commencé quand il y a eu des... On a d'abord cessé d'élargir les militants. Il y a eu la vague du 2 janvier, qu'on nous rappelle beaucoup, hein, comme un geste souverain du nouveau président. 70 militants qui ont été élargis. Et ensuite, depuis, on ne peut pas dire qu'il y a autre chose que de la répression. Donc, est-ce que c'est pas une feuille de route qui s'est mise qui a été déployée et que le confinement est venu accélérer seulement, mais qu'elle existait déjà auparavant? Je suis pas... Oui, Saïd, tu vas d'abord répondre, ensuite on entendra les invités sur le plateau. Oui. Ok. Sincèrement, je vous le dis que nous comprenons pas réellement, voilà, l'attitude du pouvoir en place. C'est vrai qu'on a assisté à une sorte d'apaisement avec la libération de l'ensemble des non, je dirais pas seulement la libération, l'acquittement des militants, mais quelques jours après, les mêmes militants qui ont été acquittés, ils ont été remis en prison avec les mêmes chefs d'occupation. Je noterai le cas de Samir Blarabi, qui est un cas à la limite édifiant, et d'autres cas aussi, le cas de Karim Tabou, le cas de Khalid Rami, de Farsaoui Abdouhab. Donc aujourd'hui, nous assistons vraiment à une confusion totale, bien que cette tendance à la répression s'affirme et se confirme de plus en plus. Elle se confirme de plus en plus. Maintenant, bon, pour nous, on observe la situation. Nous observons qu'il y a un recul même par rapport aux engagements pris par le président lors de son investiture. On va revenir sur ces engagements parce que, enfin, sur ces engagements, on peut considérer que ces engagements n'étaient pas si forts que ça. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, je pose la question à mes invités ici présents, enfin, vous pouvez répondre. Est-ce qu'il y a un séquençage? Est-ce qu'on peut parler d'un séquençage dans la façon de réprimer? Est-ce qu'il y a eu une petite ouverture avec cette séquence de début janvier et un retour à la répression? Ou est-ce que vous considérez que globalement on est resté sur le même train de celui de l'année 2019, celui d'Ahmed Khaled Salah, qui en fait était un rouleau compresseur répressif? Je crois qu'on est dans une logique de flux et de reflux en termes d'arrestation et d'ouverture depuis que le Hirak a commencé. Ouverture ou apaisement? Oui. Plutôt apaisement, effectivement, et répression. Vous le signaliez, les arrestations ont commencé bien avant les arrestations actuelles. En juin déjà, il y avait eu beaucoup d'arrestations avec la question de l'emblème Amazir. Pour reprendre votre question par rapport au séquençage, je crois qu'il y a... On est, depuis l'élection du 12-12, dans une période de transition. Je ne parle pas de transition démocratique, je parle de transition entre deux phases, celle de l'avant et celle de l'après. Donc celle de l'ancien chef d'état-major, défunt, et le président Tebboune aujourd'hui. Chaque président, à chaque fois qu'un président a été élu en Algérie, il y a eu une phase où on parle de l'état de grâce pour les démocraties. C'est pas un état de grâce, mais c'est une période durant laquelle le nouveau président s'installe. Et cette période, il y a des allées et des venues qui peuvent aller dans des directions complètement contradictoires. Je pense que la situation que nous vivons aujourd'hui est différente de celle comparativement à l'arrivée de Bouteflika ou de Chadli ou de Boumediene, différent parce qu'il y a un contexte quand même différent, mais la logique de fonctionnement n'est pas tellement différente. Chaque président qui vient tente de marquer son territoire, entre guillemets, et cela se fait par des gestes d'apaisement et de répression. Aujourd'hui, tout est amplifié parce que le contexte interne comme international fait que tout est amplifié. Il y a eu des règlements de compte lorsque le président Bouteflika est arrivé. Il y en a eu même à chaque nouveau mandat, parce qu'on est dans une logique de régime et pas de changement de système. Je vous une parenthèse, à chaque nouveau mandat, on pense notamment à Mohamed Benchicou qui a chèrement payé la réélection de Bouteflika. Par exemple, 2 ans de prison. Et d'autres. Pour le livre, et tout à fait. Accessoirement aussi, tout évidemment. Tout à fait. C'est ce chèrement payé, comme vous dites, il s'applique aussi bien à l'intérieur du régime qu'à l'extérieur du régime. Et là, on est peut-être dans cette logique-là avec une amplification jamais égalée.
René Moufouk, hier, en échangeant un petit peu pour préparer cette émission, tu m'avais rappelé qu'en fait, il ne fallait pas perdre de vue que l'ADN du régime était autoritaire et que si on s'apesantait beaucoup sur, soi-disant, les phases d'ouverture, on ratait l'essentiel. Sa nature est d'être autoritaire. Absolument. Moi, je ne séquence pas le temps politique en Algérie comme on a un peu tendance à le faire de manière un peu, hachée, etc. Aujourd'hui, ce que vous appelez la répression, et moi je maintiens qu'elle est plutôt faible par rapport à en tout cas pour ma génération, par rapport à ce que nous a habitués ceux qui nous gouvernent, dans l'ombre ou dans la lumière, qu'on peut appeler le pouvoir ou le système. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'on efface tout le temps la mémoire dans notre pays, notamment les élites dominantes, la pensée dominante, qui font comme si il fallait effacer le passé et qu'à chaque fois on est dans quelque chose de nouveau. Non, le logiciel dur, profond de ceux qui nous gouvernent, dans l'ombre et dans la lumière, a toujours été d'interdire l'expression d'une citoyenneté, de différentes manières. Et il a tout le temps été en capacité de s'adapter à ce qu'il avait en face de lui. Je pense que ceux qui nous gouvernent, dans l'ombre et dans la lumière, ils font de la politique, contrairement aux apparences. Et aujourd'hui, ils sont en train de continuer à faire de la politique comme ils en ont fait depuis le début, pour canaliser, pour gérer ce mouvement qui a été une véritable insurrection citoyenne et qu'ils ont essayé depuis le début de contenir par la manière dont ils ont géré l'espace public, par la manière dont ils ont géré la parole publique. Donc, je suis toujours étonnée quand j'entends dire, en dépit du discours, et c'est notre métier de journaliste de questionner ça, il y a les discours qui relèvent de la propagande et de l'idéologie. Et puis il y a les pratiques fondamentales de ceux qui nous gouvernent, dans l'ombre et dans la lumière, c'est d'interdire la citoyenneté. Alors tout de même, on est d'accord sur le constat, l'ADN est le même, et le logiciel est le même. Et ils l'ont fait. On oublie les années 90 alors justement, avec une violence inouïe qu'on ne peut pas effacer. J'y arrive. On est d'accord sur la nature, on ne peut pas être pas d'accord sur la nature autoritaire de ce régime qui refuse la citoyenneté. Donc ne découpons pas le temps. Alors, par contre, face au mouvement de la société, éruptif, octobre 88, ou différent, enfin mais toujours éruptif, mais dans un style différent, le 22 février, les réponses n'ont pas été les mêmes. La réponse de Chedli Benjedid, du pouvoir de l'époque, ça a été de s'adapter différemment. On est aujourd'hui, par le fait de la loi de 90, on est de manière très précaire, Radio M aujourd'hui, journalistes qui avons vécu dans cet espace ouvert par octobre 88, qui n'aurait pas été possible sans cela. Chedli Benjedid a fait de la réforme politique, sous la pression, avec les limites, etc. C'était une réponse, de mon point de vue, politique. La réponse de Ahmed Gaïd Saleh, de l'armée, en 2019, c'est une réponse de refus de l'ouverture. C'est pour ça qu'on parle de retour au 21 février dans cette émission. C'est parce qu'on a le sentiment qu'on n'a absolument rien concédé du côté du pouvoir. Alors qu'en 88-89, il y a eu la constitution de février 89. Donc il y a quand même la manière de gérer l'autoritarisme et de le déployer peut être différente. Alors une question pour revenir à Saïd Salhi rapidement, sur les droits de l'homme, est-ce que cette dégradation de cette évolution, ou continuité pour ne pas faire de séquençage, est-ce que le gouvernement, selon toi, à la Ligue des droits de l'homme, est conscient que cela a une facture au niveau international? On a relevé que des plaintes étaient en train d'arriver sur le bureau des Nations Unies, sur la liberté de la presse via RSF, sur le procès tabou, sur la question de la liberté de l'indépendance de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, la signature citoyenne et démocratique de l'Algérie au niveau international n'est pas en train de se dégrader encore plus vite que la signature financière avec la chute du prix du pétrole, Saïd Salhi?
Je ne pense pas. Je pense que le gouvernement est vraiment dans une inconscience totale, d'autant plus qu'il pense qu'avoir opté pour d'autres partenaires, d'autres alliances, notamment sur le plan international, sur le plan diplomatique, il va s'en sortir. Je noterai cette nouvelle alliance avec la Chine, avec la Russie, qui s'affiche de manière ostentatoire. Mais aujourd'hui, il faut dire que sur le plan international, l'Algérie s'isole de plus en plus. Il s'isole de plus en plus, et le danger, il est qu'aujourd'hui, en cette situation justement de crise économique, notamment liée à la chute des prix de pétrole, l'Algérie va en payer le prix. Il va en payer le prix, même sur le plan de ces partenariats stratégiques. Et on l'a vu aujourd'hui, l'Algérie qui perd des marchés, je dirais, stratégiques sur le plan international, notamment en Europe. Donc aujourd'hui, je pense que l'Algérie, le gouvernement est en train de prendre une trajectoire dangereuse pour le pays, notamment pour son économie. Et je noterai les défis qui vont venir après. Vous allez voir que la situation n'est pas seulement liée aux libertés politiques, aux droits civils et politiques, mais maintenant, nous allons aborder un autre terrain, un autre chantier, c'est celui des droits économiques et sociaux. Et ça va être la bataille. Et là, je pense que le gouvernement n'est pas conscient. Il n'est pas conscient, justement, de cette nouvelle aventure, notamment de s'isoler sur le plan international, d'avoir cette condamnation sur le plan international, notamment de l'ONU, de toutes les organisations internationales, de toutes les instances onusiennes. C'est là le danger. Et l'Algérie a déjà vécu cette expérience dans les années 90. Alors, on a dit un mot dans ce début d'émission sur les engagements du président Tebboune. Est-ce que vous vous en souvenez? Vous avez le sentiment qu'il y avait un engagement démocratique. Il a dit Hirak el-Moubarak. Je pose la question d'abord à, je crois que c'est toi, Louisa, qui a évoqué cette question des engagements. Il a dit le jour de son élection, je tends la main pour le dialogue. Ce qui a laissé dire justement qu'il avait d'abord besoin des 100 jours pour prendre la main, prendre la main notamment sur l'ANP qui est le pouvoir caché ou pas dans la lumière, et ensuite pouvoir déployer sa feuille de route. Est-ce que on peut considérer, comme le pensent certains observateurs, que ce qui s'est passé ces derniers jours avec les changements à la tête des services de sécurité, les changements à la tête de postes importants dans les services de sécurité, on va dire d'alliés lourds de la gouvernance de Ahmed Ghaed Salah à la tête de l'état-major, je pense notamment au général Lechrem, qui était responsable de la transmission, a eu un rôle important à jouer, peut-être encore plus important que celui de Wassine El Araj. Wassine El Araj, décidément, je m'excuse Wassine El Araj, c'est tellement plus facile de parler d'un écrivain que d'un patron des services de sécurité, Wassine Bouaza, qui est resté une année seulement dans la fonction, qui ne peut pas avoir été aussi puissant qu'on peut le prétendre. Ma question est, est-ce que Tebboune et son pilote maintenant dans l'armée, qui est le général à la retraite Abdelaziz Mjahed, sont en train de prendre la main, évidemment en partenariat avec le chef d'état-major par intérim, Saïd Chengriha. Est-ce que c'est pour déployer finalement ces engagements-là, ou est-ce que c'est juste pour rester dans une forme de continuité? On peut revenir à l'histoire. Hein. Quand Bouteflika l'a fait, est-ce qu'il a déployé notre... Bouteflika s'est appuyé quand même, petit détail important, il n'a pas chamboulé. Bouteflika s'est appuyé quand même sur le général Toufiq. Il n'a pas changé la tête des services. Chadli a enlevé Qas Demirbah. Bouteflika a gardé le patron des services. Voilà. On marque son territoire, pas nécessairement de la même manière. Tout à fait. En fait, moi, il me semble que sur le temps long de l'histoire, pas le temps médiatique, mais le temps politique et le temps... Merci pour les journalistes. Non, pas du tout, mais c'est pas du tout une critique. Hein, mais non, mais il faut les critiquer, les journalistes. Non, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps, comme le temps culturel et identitaire est encore plus long que le temps politique. Donc, on est sur des temps différents, tout simplement. C'est pas du tout une critique. Voilà. Il y a donc, je pense, une constante qui consiste à maintenir les équilibres entre ce que je me permets d'appeler les acteurs fondateurs du système politique algérien. Acteurs fondateurs, en gros, c'est quoi? C'est l'instance présidentielle et les deux piliers qui forment l'institution militaire, les renseignements et l'état-major. Ce sont les acteurs fondateurs du système politique algérien, un système qui est né avant même l'indépendance. À chaque fois qu'un président est arrivé, il a fait en sorte de maintenir ces équilibres de façon à ce que le système en entier se maintienne. Système politique, j'entends par là la façon dont est organisé, structuré l'État. Le régime politique n'est qu'un
n'est qu'un élément constituant de ce système. Le régime politique, c'est quoi? C'est la façon dont sont organisés les pouvoirs, ceux qui les détiennent, ceux qui l'exercent, et la façon dont ils arrivent à ce pouvoir. À mon avis, et même si on prend des risques en disant tout ça, mais bon, je pense que le président actuel n'est pas dans un logiciel différent de ses prédécesseurs. Ce qu'on a observé en termes de changement au sein de l'institution militaire, c'est déjà ce qui nous avait paru comme incroyable en 2004 lorsque le chef d'état-major avait été mis à la porte. On est dans une logique de... En fait, à chaque période, on se rend compte qu'on a atteint un point qu'on n'avait pas atteint auparavant. Lorsque le général Mutien a été lui aussi mis à la retraite, ça avait été un séisme politique à l'époque. Ce qui est arrivé ces dernières semaines, c'est aussi un séisme. Donc pour moi, il y a deux choses. Il y a une tendance lourde qui fait que le système politique tente, par la répression, par la cooptation, par la clientélisation, par un discours idéologique plus ou moins parlant, de se maintenir. Ça, c'est la tendance. Les variables, c'est l'ampleur du coût de ces restructurations. Je pense que les différents mandats du président Bouteflika ont montré que le coût était de plus en plus lourd. On parle de coût de maintien. Exactement. La facture est de plus en plus salée, au point que le quatrième mandat a été le mandat où, à mon avis, le mandat qui a préparé tout ce qui s'est passé après. La profondeur des fractures au sein de ces trois acteurs fondateurs a atteint un niveau tel qu'aujourd'hui, on ne se contente plus de mettre à la retraite un haut responsable, on le met en prison. Donc on est à un niveau beaucoup plus grave. Et en fait, aujourd'hui, à mon avis, l'équilibre est entre le coût du maintien et le coût des changements indispensables, à mon avis. Il sera de plus en plus difficile de maintenir ce genre de configuration. Alors, est-ce que ça signifie que le pouvoir ne sait plus réfléchir? Parce que là, tout à l'heure, on parlera des faiblesses de la réflexion du côté du mouvement populaire. Effectivement, il peut y avoir des critiques. Mais est-ce que la première faiblesse, c'est pas celle de la réflexion? Par exemple, proposer encore Bouteflika pour un 5e mandat, proposer aujourd'hui de continuer à l'identique, avec notamment cette loi anti-Hirak, projet de loi qui vient d'arriver, qui montre qu'on est toujours sur le même logiciel. Donc ma question à Rania Moufouk, est-ce que le pouvoir a perdu toute capacité à se projeter, à réfléchir son propre avenir en tant que système? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je vais vous dire. Ahmed Gaïd Salah est un grand théoricien, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est un grand théoricien ou un petit. Revenons à quelque chose qui est basique. Interrogeons les pratiques. Moi, je vais vous dire, je suis fascinée par ce débat que vous proposez à l'instant. Je vais vous faire un aveu. Je ne sais absolument pas ce qui se passe dans cette sphère-là. Nous n'avons aucune information crédible. La presse, les commentateurs politiques, depuis le FLN, nous sommes cette génération, on a passé notre vie à analyser Yahyaoui contre Bouteflika. Ouh là là, ça remonte à longtemps. Mais oui, il y a une science... Moi, j'étais pas encore journaliste à ce moment. Non, mais on était étudiants déjà. Il y a une science qui s'appelle la criminologie. Criminologue. Ce qui se passait dans le bureau politique du Kremlin. Là, en Algérie, c'est la même chose. C'est un peu aussi comme le pape. Non, on en sait un peu plus. Depuis que Saïdani balance en 2014... Ça fait partie. On en sait beaucoup plus maintenant. Mais personne. Tout le monde balance tout le monde. Mais personne ne sait qui est Saïdani. Ah si, c'est. Mais non, personne ne sait ce qui est Saïdani. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire ce que représente Saïdani? Non, mais je voudrais terminer ma réflexion. Il faut, en tout cas de mon point de vue, et en tant que journaliste, je me suis toujours interdit de faire ce type d'analyse parce que d'abord, je peux constater et les archives sont là, que ceux qui font ce type d'analyse se sont toujours trompés. Tout le monde nous a dit « Ah, le futur président, c'est Mihoubi, parce que je sais pas quoi et tout. » Le président, surprise, c'est Tebboune.
Et aussi, apprenons de ce que nous savons vraiment. Je Le pense... président, c'était Ahmed Gaïd Salah. C'est Non, mais c'est pas grave. Non, il ne faut pas botter en touche. Tous les analystes, ça va être mi-houpi parce que je ne sais pas quoi. Eh bien non, ça a été Tebboune. Mais pour aller plus finement, pourquoi ce type d'analyse me dérange? D'abord, moi, je pense qu'en tant que journaliste, et c'est là si on a une mission, on ne devrait pas rentrer dans ces débats parce que je pense que nous participons de la confusion. Nous devrions nous battre pour que les Algériens aient droit d'être informés sur ce qui se passe, pourquoi un tel est en prison, etc. Exiger des conférences de presse. On est quand même dans un pays où il n'y a pas une seule conférence de presse digne de ce nom des autorités et personne ne la demande. C'est une évidence, on est dans la connivence du silence. En revanche, tout le monde participe à partir de sources autorisées, bien informées, etc., à la confusion. Je vais vous dire très rapidement, si j'ai le temps. Il y a eu un procès, il y a une série de procès, qui normalement auraient dû être des procès historiques, qui ont été banalisés, jetés sur le mode lutte des clans, c'est entre eux et tout. L'un de ces procès, il y avait quand même le général Toufik à ce procès. Et qu'est-ce qu'on apprend finalement sur cet homme qu'on nous a présenté comme un homme des réseaux, qui tenait tout le monde, etc. Un espèce de pied nickelé, qui téléphone au frère du président, qui est le régent, et puis ils appellent Zeroual. Il n'y a que Zeroual qui peut l'aider à faire une transition. Ils sont où ces réseaux? Et tout le long du procès et de l'accusation a été basée sur les propos du président Yamin Zeroual. C'est-à-dire l'homme qu'il a appelé pour faire son soi-disant complot. Mais c'est pas un complot, ça. C'est du n'importe quoi. On a l'impression qu'on surévalue la puissance de ces gens, qu'ils sont comme nous, qu'ils sont dans des espèces d'arrangements, qui sont paumés. Je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu as débriefé ta copine Louisa Hanoun, qui était supposée dans ce complot, dans ce supposé complot? Non. J'ai demandé à la voir. Et d'abord, avant d'être ma copine, c'est une femme politique qui a fait des choix. Ah, moi, j'ai été lui rendre visite à sa libération. Je suis très heureux de sa libération. La copine, c'était pour dire que tu as une proximité qui pourrait te permettre de recueillir des informations. Non, je n'ai pas d'informations directement de la part de Louisa Hanoun. J'ai demandé à la voir. Et j'attends toujours mon rendez-vous. Voilà. On est quand même obligé, en tant que journaliste, de nous intéresser à cette partie, la preuve, à cette partie de la vie cachée, qu'on nous cache. Mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. C'est l'erreur qu'a fait toute la presse depuis des années. Du coup, la société est absente. Les débats qui intéressent vraiment l'écrasante majorité de la population. Là, on est dans une situation historique, une maladie. Personne ne parle, par exemple, de cette maladie, du Covid. On ne sait rien sur ce qui se passe. Il n'y a pas d'enquête. On ne sait pas dans quel temps on est. Est-ce qu'on est dans le temps 1, le temps 2, le temps 3 est-ce qu'on est confiné? Est-ce qu'on n'est pas confiné? Il y a des mesures qui sont prises par l'administration. Quelles sont-elles? Combien il y a de morts? Et pourquoi l'Algérie est l'un des pays Alors si on se trompe, si on met en doute le chiffre des morts aujourd'hui, on risque d'aller en prison. Il y en a déjà qui ont été, même si des blogueurs qui ont été en prison. Et ça nous amène à nouveau à nous intéresser aux politiques. On est bien sûr qu'il faut traiter tout ça. Non, cette fascination du haut, du pouvoir, il faut l'analyser. Elle empêche de poser des débats qui intéressent l'ensemble, qui parlent de l'intérêt général, qui parlent de l'intérêt commun. Je vais vous dire, ce pouvoir, je m'en moque. Il est clair, il est net, il est précis. Il ne cédera rien à cette société. Oui, mais il a changé de visage. La vitrine a changé. Hein. Non, la vitrine... On avait quelqu'un qui était chroniqueur ici, qui est maintenant dans le gouvernement. Tu as des amis dans ce gouvernement, enfin des ex-amis peut-être, parce que depuis ils ont... Non, mais c'est quoi ce délire? J'ai des amis. Des collègues? Non, mais je crois que tu as un peu plus d'amis que moi dans ce gouvernement, que d'ailleurs tu as contribué à rendre visible et médiatique. C'est pour dire qu'il y a des choses qui bougent. Si tu vois ce que je veux dire. C'est pour qui dire, mes amis au gouvernement? Je pense notamment au ministre de la Communication, mais et depuis quand le ministre de la Communication
communication est mon ami. Je sais pas, parce qu'on a milité ensemble au MJ à l'époque. Oui, alors. Non, c'est un confrère. Saïd, pour qu'il se sente pas trop seul à Akbou, il s'est mis à pleuvoir depuis quelques minutes. Saïd, est-ce que la question à Rania, c'était est-ce que ce pouvoir réfléchit plus ou moins qu'avant? Moi, je te pose la même question pour rester sur une période plus courte. Alors, je vais peut-être trahir un secret, mais la Ligue dont tu es le vice-président a été approchée pour faire partie du panel, au moment où il était en train de se constituer, le panel de Karim Younes. Donc, ça peut nous laisser penser qu'à ce moment-là, il y avait une volonté d'ouvrir. La même Ligue a été approchée éventuellement pour faire partie de cette commission d'experts, on va en dire un mot, qui était supposée nous écrire un projet de constitution. Évidemment, à chaque fois, le contexte politique ne le permettait pas et vous avez décliné. Mais ça laisse penser qu'il y a eu des moments où il y avait des velléités d'ouverture, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus le sentiment que ça existe. Eh ben, c'est vrai, on a été approché pour faire partie du panel de Karim Younes, mais bon, on a eu l'occasion d'en parler de ça. C'est vrai que nous, pour la Ligue des droits de l'homme, nous avons toujours cru au dialogue. Pour rappel, nous avons déjà participé aux consultations de 2014 au sujet de la réforme de la Constitution. Et nous avons répondu avec une proposition, avec un manifeste que nous avons rendu public, et nous avons pris à témoin l'opinion. Malheureusement, ce qui s'est passé pour le panel de Karim Younes et pour le reste, le pouvoir n'a pas affiché de volonté de dialogue réel. Et on a pris à témoin, encore une fois, l'opinion. Chaque fois qu'il y a justement un semblant d'ouverture ou carrément une tentation d'ouverture, nous avons toujours répondu présent parce que nous croyons encore au dialogue, nous croyons encore à une solution politique pacifique et même, je dirais même négociée. Et c'est le principe même qui nous a animés depuis le début dans le Hirak. Mais aujourd'hui, même à l'occasion de cette expérience malheureuse autour de ce panel de Karim Younes, et on a vu tout le reste après, malheureusement, le pouvoir n'a pas affiché de volonté réelle d'aller vers la solution politique. Bien au contraire, le pouvoir a voulu faire exécuter sa feuille de route, ce que nous avons refusé, et ce que nous avons même dénoncé. Louisa et Hamadouche, première question, est-ce que tu es fasciné? Oui, ça a été, vous voulez terminer, oui, pardon. Juste, je voudrais ajouter un mot concernant la question tout à l'heure, est-ce que le pouvoir réfléchit ou pas? Alors moi, mon observation, sinon petite analyse, moi je pense qu'aussi le pouvoir est pris par ses propres contradictions internes. Moi, j'ai bien entendu Rania, c'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments, c'est l'opacité totale, mais on a aujourd'hui des faits. Qui nous permettent aujourd'hui d'analyser, de se faire une opinion. Aujourd'hui, je pense encore jusqu'à maintenant que le pouvoir n'est pas encore monolithique. Jusqu'à maintenant, il est encore animé par des contradictions internes, par des tiraillements internes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas ni de visibilité ni de lisibilité. Et ces tiraillements, on les sent à chaque moment entre justement, cette tentation de maintien du système, cette tentation d'un contrôle, d'une ouverture contrôlée, toujours, on sent vraiment ces flux et reflux à chaque fois. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui le pouvoir n'arrive pas à dégager une feuille de route claire, n'arrive pas à dégager une tendance claire. Jusqu'à maintenant, on sent encore, le pouvoir est en train aujourd'hui de se recomposer en interne. Et on le voit surtout ces jours-ci qui devient même une priorité de recomposer le système en interne, le système qui a été ébranlé, il faut le dire qu'il a été ébranlé le 22 février, mais je pense aujourd'hui le pouvoir est en train de reprendre tout ce qui a été arraché par le Hirak, notamment l'espace public, la parole des libres, tout ce qui a été arraché. C'est un peu mon sentiment à moi, sentiment d'habitant, d'un observateur. Alors, on a été intoxiqué, on est d'accord, en essayant de nous intéresser à ce qui se passait en haut. Par exemple, sur l'épisode de Mihoubi, il y a eu une attaque frontale de Nahar, qui habituellement est le canal officiel, contre Abdelmajid Tebboune, et on était quelques-uns à considérer que ça ne pouvait pas se faire sans l'assentiment d'Ahmed Gaël Saleh, et donc Ahmed Gaël Saleh avait décidé que ce serait pas Tebboune. C'est passé par un canal public quand même, cette histoire. On s'est laissé intoxiquer. Est-ce que on s'est aussi c'était pas la première fois. Est-ce là qu'on encore, est-ce que oui, il y a eu l'incident là où tout le monde a commencé à faire des analyses à partir d'analyses fausses. Il y a 2-3 jours. Ah non, ça c'est vrai.
Il y a le démenti du ministère de la Défense est un demi-démenti. Wassini Bouazza, cette fois je ne vais pas me tromper, a été débarqué et il est le fait d'une procédure. Et c'est le maillon clé. Les deux autres postes importants de la police politique des services, c'est le contre-espionnage, c'est les services extérieurs. Il y a eu un changement à leur tête. Et c'est la sécurité de l'armée. Il y a eu un changement à leur tête. On ne va pas rentrer dans l'analyse de ces changements parce que c'est des anciens de la maison qui sont revenus versus des anciens de l'armée militaire de style état-major et pas des services. Il s'est passé quelque chose de majeur. Ça, c'est pas contestable. Ce sont des faits. Après, sur le fait qu'on ait mis le général Schrem, par exemple, qui est un poids lourd, en prison ou qu'il soit juste l'objet d'une procédure, le démenti, il a plus porté sur cela. Il a cité personne. Et le factuel, il est là. Le factuel, il faut pas qu'on se trompe. Est-ce qu'on s'est laissé quand même intoxiquer, une seconde s'il te plaît Rania, est-ce qu'on s'est laissé intoxiquer? On est d'accord sur le fait non mais ce que je veux dire, en fait, nous n'en savons rien. Il y a plein de sources informées, bien informées, qui nous font participer avec eux à la confusion. Comment ça? Et ça, c'est pas notre rôle. Il y a eu le général Rajdi qui a remplacé le général Bouazza à la tête de la DCSI. Le général Bouazza, c'était la terreur entre guillemets pour le Hirak. Pour le présentateur du Café Presse Politique, il était convoqué 4 fois à Antar, interrogé sous instruction du général Bouazza. On a parlé tout le temps du général Bouazza dans le Café Presse Politique parce que c'était l'homme qui décidait de la régulation des dossiers. L'interface civile du général Bouazza, communément admise, c'est le ministre de la Justice, M. Zramati. Et ce dispositif-là, il est en train d'être démantelé, on ne sait pas jusqu'où ça ira, mais la partie police politique, il y a eu un changement. Il est officiel le changement, Rania Moufouk. C'est pas. Non, il est annoncé, il est dans le journal officiel. D'ailleurs, on a observé ici qu'on n'était pas obligé de citer un changement à la tête des services secrets. En règle générale, ça se fait pas. Donc le fait que ce soit fait publiquement, ceux qui ont ouvert la porte de la boîte de Pandore, ce sont quand même c'est le pouvoir. En annonçant ce changement, il n'était pas obligé de le faire. Non, mais nous sommes ici en tant que journalistes et analystes. Quand je dis pas qu'il n'y a pas eu changement. Je dis l'analyse que nous en proposons à partir de bribes, de sources généralement. À partir du changement. Non, à partir de bribes, parce que le changement. Non, le changement. Il y a eu un changement. On a annoncé le changement. La chute. On ne change pas de responsable des services de sécurité au bout d'une année. Il est resté une année et il est apparenté complètement à Gaël Salah. Donc la question qui s'est posée, un peu dans le dispositif, un président qui arrive, marque son territoire. Est-ce qu'on est dans une phase de dégaïdisation? Est-ce qu'on est en train de dégager le réseau de Ahmed Gaza? C'est une question, c'est une grille qu'on propose à la lecture. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste. On peut se tromper, on peut se faire intoxiquer. C'est évident, mais on ne peut pas ne pas s'emparer de ces faits pour essayer d'analyser. Et là, on continue de le faire. D'ailleurs, on essaie de le faire. Est-ce qu'on s'est fait, puis dans la séquence intoxication, est-ce qu'on s'est fait aussi intoxiquer sur l'idée que ceux qui faisaient la ligne dure, c'était ces gens-là qui sont en train de partir, on ne va pas les renommer encore, et donc ils ont empêché le déploiement d'une ligne plus politique qui était celle du président et de son nouvel entourage. C'est difficile de répondre à cette question-là. Je vais essayer de trouver un compromis entre vous deux. C'est gentil, merci. Je crois que ça va être difficile parce que c'est vraiment une approche fondamentalement différente de l'analyse. En fait, pour vous rapprocher, c'est gentil d'essayer. Au-delà de qui était là et qui a été débarqué et par qui et pourquoi. Ce qui peut faire un compromis entre vous deux, c'est qu'il est peu habituel, et le mot est faible, que des responsables de structures aussi sensibles, aussi stratégiques, soient changés à des termes aussi courts. C'est inhabituel, c'est très déstabilisant pour les structures en question. Et ça montre que la machine qui était bien rodée ne l'est plus. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? C'est sans doute trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, ça ne peut pas rien dire. Et au-delà de qui et où et pourquoi et qui l'a nommé, au-delà de ça, ça veut dire quelque chose. Il faut quand même revenir sur l'histoire. Les responsables des services de renseignement algériens avaient, au bas mot, 15-20 ans de stabilité. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à en garder un an. Ce qui veut dire quelque chose. Ça veut quand même dire que la logique qui maintenait les équilibres est pour le moins affaiblie.
parce que Saïd disait le pouvoir n'est pas redevenu monolithique. En fait, il ne l'a jamais été et il ne risque pas de le devenir aujourd'hui. Il ne l'a jamais été parce que dans l'ADN du système politique algérien, on ne veut pas d'un zarim, on ne veut pas d'un chef hégémonique. On préfère les équilibres. Aujourd'hui, la difficulté, c'est comment retrouver ces équilibres. Et à mon avis, le fait qu'on mette des responsables en prison au lieu de simplement les pousser à rentrer à la maison, c'est le signe que le coût de ces équilibres est de plus en plus lourd. Par rapport à la répression, est-ce qu'il y a une tendance qui réprime et une tendance qui veut une ouverture ? Je pense que là encore, sur le temps long, la particularité du système politique algérien, c'est d'avoir toujours su mener le bâton et la carotte. Ça ne veut pas dire que c'est une double stratégie. Je pense plutôt que c'est une stratégie duale, c'est-à-dire une stratégie dans laquelle il y a les deux éléments qui se complètent. L'ouverture, c'est pourquoi ? C'est pas les gestes d'apaisement, comme en 89, il y a eu des réformes, c'est indiscutable, mais ces réformes étaient quand même balisées de façon à ce que, au maximum de leur efficacité, elles ne conduisent pas à un changement radical du système. Changement de régime, oui, il a eu lieu, mais le système s'est maintenu. Je pense que là, les gestes d'apaisement ont toujours pour but d'aboutir à des ouvertures contrôlées. Le gouvernement actuel est un signe. Le fait que vous ayez des amis dans ce gouvernement, c'est quand même un signe parlant. C'est la paix, c'est l'ouverture contrôlée, c'est la démocratie sous contrôle. C'est aussi, par exemple, des élections, ce qu'on appelle aujourd'hui les élections autoritaires, c'est-à-dire des élections dont le but est de reproduire le même schéma systémique. Alors, on va quand même dire un mot parce qu'on arrive un petit peu sur la fin de ce débat passionnant. On va parler du mouvement populaire qui a en fait fait changer complètement la donne depuis le 22 février. Saïd Salhi, est-ce que toi qui es vice-président de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi un acteur important de ce qu'a proposé la société civile pendant les derniers mois, notamment à travers la plateforme du 15 juin de 2019, mais aussi à travers le manifeste du 22 février qui devait être porté par une assemblée générale à la salle Harsha qui a été refusée. Est-ce que depuis le début de cette émission, on parle de la on va dire de la cécité du pouvoir qui veut maintenir tout en l'état et qui refuse toute ouverture, etc. Est-ce que du côté du Hirak, il n'y a pas eu aussi des erreurs qui font qu'aujourd'hui, on en soit à le dos contre le mur, à défendre nos détenus, je me mets dans l'équation, et à défendre les derniers espaces de liberté qui sont menacés. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des erreurs dans le Hirak, notamment peut-être par rapport au processus d'organisation ? Écoutez, le Hirak, il faut quand même le rappeler, le Hirak est d'abord un mouvement populaire, un mouvement spontané. Ce mouvement, il a mûri dans le temps. Dire que le mouvement n'est pas organisé, moi, je ne connais pas beaucoup d'expérience dans le monde d'un Hirak aussi pacifique, aussi organisé en termes d'expression, en termes de revendication. Je ne connais pas d'autres mouvements qui ont résisté pendant une année face à toutes les tentations du gouvernement de dévier, de le provoquer, face à la répression. Le Hirak a tenu et surtout est resté sur son expression pacifique. Donc l'expérience, elle est particulière. Maintenant, par rapport aux erreurs, est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Il faut dire que le système en place n'a pas aussi laissé le Hirak s'organiser, n'a pas laissé le Hirak oui, mais c'est trop facile, Saïd. C'est trop facile, cette analyse. C'est pour ça que je dis, avec un dispositif, je suis mal à l'aise. Avec un dispositif pareil, c'est difficile. C'est trop facile de tout le temps dire le pouvoir. Le pouvoir, il a bon dos. On pourrait peut-être faire aussi les 100 jours de chacun d'entre nous. Ouais. Je suis désolée. Alors, ce Hirak au singulier, ça n'a pas de sens. Le Hirak était un mouvement pluriel, pluraliste, traversé par toutes sortes de mouvements. Il y a eu des forces au sein de ce Hirak qui ont tenté de lui donner une direction et qui l'ont mené quand même dans le mur. Et il y a une part de responsabilité. Et il faut questionner cette stratégie.
qui a fonctionné, comme vous dites, de la pensée magique, mais où c'est que vous avez vu, des fois je me demandais si vous avez pas tous pris votre gramme de cocaïne, où tout le monde est parti dans une espèce de... Attention, on risque d'être poursuivi par tes non, là. mais Attention. où tout le monde est parti dans une espèce de pensée magique, une Algérie nouvelle, eh bien, le régime a repris le mot, vous voulez une république numéro 2, comme s'il y avait eu une république numéro 1, dans un unanimisme où il a été interdit au sein de ce Hirak par des forces, je dis pas que c'est des complots, le Hirak était traversé par des forces contradictoires qui pour moi étaient menées par un courant libéral qui a mené ce mouvement dans le mur, d'abord en excluant la question sociale, je suis ravi qu'enfin tu dises aujourd'hui la question sociale va devenir au centre, mais normalement elle aurait dû être au centre. On n'a pas fait le bilan de ceux qui nous gouvernent. On a tourné la page, c'est magnifique. Il y a eu des procès en fait, Rania Moufok, tu reproches au Hirak d'avoir été une révolution plus démocratique qu'une révolution bolchevique, c'est ça? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'abord, moi, je n'ai jamais employé le terme de révolution. C'est la pensée magique qui a employé le terme de révolution. Pour moi, le Hirak a été une insurrection citoyenne, où ce qui a fait la communauté de ces millions de gens, c'était juste la revendication de la citoyenneté. Et l'Algérie n'est pas hors du monde. Et donc pourquoi tu reproches le fait que la question sociale n'ait pas été au devant? Je comprends pas. L'Algérie est mondialisée. Vous savez qu'en Amérique latine, moi ça m'énerve quand j'entends dire aucun mouvement au monde. Vous savez qu'en Amérique latine, il y a eu des mouvements de la même nature, où les gens sont sortis en disant « Valen todos », qu'ils dégagent tous. Mais comme dans ces pays, il y a des anthropologues, il y a des sociologues, il y a des politologues qui font leur travail, on est arrivé à la conclusion, et ce sont des travaux qui sont remarquables et qui nous aident, qui devraient nous aider à comprendre l'Algérie. Ils sont arrivés à la conclusion que ce type de mouvement était auto-organisé. Il n'avait pas pour vocation de s'organiser pour prendre le pouvoir, ce que l'on a voulu leur faire faire, mais pour dire un ethos, pour dire que quelque chose était de l'ordre de l'insupportable. Et c'est cet insupportable-là qu'il fallait questionner, à partir duquel il fallait construire de l'organisation. Dans quel pays au monde on a vu un mouvement où des millions de gens sont dans la rue? Ça ne diffuse pas dans la société par des formes d'organisation. Le monde du travail est totalement exclu. La question sociale est exclue. La question des femmes est exclue. Qu'est-ce qu'on a? On a des petits mecs, la quarantaine, qui demandent à la fois au peuple de faire pression, comme si c'était sa mission de faire pression, alors que dans tous ces millions de gens, chacun était pourtant porteur de son expérience sociale, de ses revendications, les peuples ne sont pas là pour faire pression comme un bélier pour ouvrir les portes, et qui dans le même temps demandaient au régime de lui donner les clés pour qu'il aille prendre le pouvoir, sans nous expliquer au nom de quel programme. Et donc ce courant-là qui a pris la tête de ce Hirak l'a mené dans le mur en interdisant. Rania, on aime bien nommer. Au CPP, on aime bien nommer. On dit jamais, on n'est pas, on dit le courant, on nomme, on dit, est-ce que c'est qui? On dit, on est précis, hein. Des gens à la quarantaine, si on trace des procès, on est précis. On a parlé de Bouazza, on a parlé de Ahmed Gatsal, on parle de Tebboune, etc. Quand on parle des acteurs du Hirak, on peut les nommer aussi. Et ceux qui sont visés par cette critique, on peut les nommer. Ta question est très intéressante parce que justement, le rôle du journaliste, c'est de dévoiler. Or, en Algérie, l'ombre, en bas et en haut, participe. C'est un acteur du... On a perdu Saïd? Ils vont le rappeler. Oui, Chalet, tu continues, Chalet. C'est enregistré? Oui, pas de problème. C'est Saïd qu'on a perdu. Ça participe de la confusion. Moi, ce que je peux dire, c'est un constat d'observatrice depuis, je sais pas moi, 50 ans, je regarde cette société. Je vois, si tu veux, je peux pas nommer des gens, mais des structures, des discours, des mots employés, feuilles de route. La question sociale, c'est pas le moment. Le féminisme, c'est pas le moment. Un unanimisme, etc. Or, tu sais
que le vide n'existe pas. Il est toujours rempli. Ce qui m'a semblé évident, le monde du travail. Moi, je marchais dans les rues avec des jeunes. Chaque fois que je discute avec eux, qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, on veut du travail, on veut soukna, etc. Et tous ces milliers de gens qui sont venus de partout, la question sociale, elle était au centre. Et on a fait un magnifique cadeau. Un magnifique cadeau à ceux qui nous gouvernent, en excluant la question sociale. C'est devenu un espace de débat. Mais qui a décidé d'exclure? Qui a décidé d'exclure? Il n'y a des... pas de honte. Il y a trop de honte dans ton... Non. Qui a décidé d'exclure? Il y en a autant. Tu as dit c'est un mouvement d'inspiration libérale. Qui a décidé? Pas d'inspiration libérale, dont le projet était tout simplement de prendre la place de ceux qui nous gouvernent, de changer les élites, mais ils le disent, ils ont fait des listes, j'ai assisté à leur réunion pour faire une transition démocratique. Ils écrivent des lettres à ceux qui nous gouvernent, alors que ça fait 50 ans qu'ils disent « je ne vous donnerai rien ». Depuis Mehri, Aït Ahmed... Est-ce qu'on a Saïd à nouveau? Oui. Depuis Mehri, Aït Ahmed, on leur écrit des lettres, on leur demande d'être raisonnables. Mais ils sont parfaitement raisonnables. Eux, ils sont dans leur logique. Ils sont clairs. Aujourd'hui, ils ne lâcheront rien. D'abord parce que les intérêts qui sont les leurs sont importants. Ensuite parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher, y compris du sang. Des centaines de milliers d'Algériens quand même sont morts. Ça aide ensuite si tu permets, parce qu'on est arrivé vers la fin de... Non, mais je vais conclure, oui, si tu veux. Mon souci, arrêtons de nous cacher derrière le pouvoir. Lui, il est clair. C'est un régime autoritaire qui est là pour t'empêcher. Et à aucun moment, il n'a ouvert les portes du dialogue, y compris pour ce Hirak. Il a été chamboulé pendant quelques mois. On a embarqué le Hirak dans un débat où on a décidé qu'on allait choisir. D'abord, on s'est battu contre des personnes. À un moment, bon, ok, Bouteflika, c'était normal. Et c'était ça la demande. Pourquoi Bouteflika? Parce que c'était pour dire que c'était inacceptable, une offense pareille, et qu'on ne voulait pas de... Et après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ensuite, peut-être qu'il aurait fallu déjà débattre et débattre, il y a eu des débats partout. Non, débattre. Assemblée constituante? Non, par exemple ici, dans les journaux et tout, qui a débattu, dévoilé... Assemblée constituante. Dévoilé... Une question précise, dans le jargon que je connais. Moi, je vais te dire, je pense que ce que nous avons raté historiquement, par-delà les grands mots assemblés, c'est de nous être battus pour les libertés sans lesquelles il n'y a pas de citoyenneté. C'était le seul dénominateur commun. C'est-à-dire... Le Hirak a raté ça. Oui, le Hirak a raté ça, et les garçons et les jeunes filles qui sont en prison... Le Hirak a raté le combat pour les libertés. Oui, il l'a raté. Ça n'a pas été son centre. Attends, Gaïd Salah, il doit tomber, etc. Ça a été ça quand même. Pourquoi le terme de l'indépendance, c'est celui, le Nahd de l'Istiqlal, c'est le thème le plus repris. C'est pas les libertés, ça. Mais pour moi, nous non. On enlève les généraux. On est un pays continent avec la... Non, mais c'est lié aux libertés. Mais non, c'est pas lié aux libertés. Les libertés, je parle d'en bas. Je vous prends un exemple. Un exemple très rapidement et je me tais. On est en train de faire 1 heure. Très rapidement. Et je pose la question à notre ami Saïd Salhi. Il y a eu, par exemple, des forces politiques qui ont tenté de s'organiser et qui ont dit on va faire une rencontre nationale à tel endroit. Ceux qui nous gouvernent ont dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont tous rentrés à la maison. Et ils ont été faire, presque en semi-clandestinité, dans les locaux du RCD, leurs rencontres et tout, pour après, de toute manière, faire... Mais c'est là qu'il y a des combats à mener. Pourquoi je suis un parti légal et qu'avec une population dans la rue, des millions de gens, pourquoi tu m'interdis de me réunir dans une salle? Est-ce que je suis clandestin? Et ce combat n'a pas été mené. Pour moi, c'est plus précis. Là, je vois mieux, ça aide une réaction, parce que là, vraiment, on a débordé. C'est ça, des combats pour les libertés. Ensuite, on va demander des gens se sont battus pour prendre le pouvoir. Et c'était pas l'enjeu. Si tu permets, Rania. Ensuite, on demandera... Et ils ont interdit par un discours, c'est écrit quand même, les archives existent, il ne faut pas s'organiser. Mais depuis quand on combat une force aussi bien organisée sans organisation? Pas de syndicat, pas de parti politique, mais...
Oui, Le pays était en ruine. Il fallait... Rania Moufouk, depuis tout à l'heure, j'ai reposé la question à Saïd. Saïd, dans les critiques, il faudra faire rapidement une hiérarchie pour répondre à quelques-unes, parce que même pour moi, c'est pas tout à fait clair s'organiser ou pas. Est-ce qu'on a été au bout est-ce qu'on a été velléitaire? Ta réponse. Non, écoute, Hassan, moi, bon, malheureusement, Rania m'a pris tout le temps, il m'a coupé, bon, voilà. Mais sinon, moi, sincèrement, je vais vous dire, nous avons fait en fonction de nos moyens, en fonction des espaces pour faire, en fonction des combats menés. Ce qui a été fait, bon, moi je reviens à cette idée d'un Hirak pluriel. Le Hirak est traversé par plusieurs courants, par plusieurs sensibilités. Il est un Hirak, voilà, qui traduit ce qui se fait dans la rue, ce qui s'exprime dans la rue. Nous, depuis... Non, il t'a pas interrompu. Pardon, excuse-moi. J'avais pris tout le temps vraiment de... Pardon. Nous, ce qu'on a essayé un peu de contribuer, notre contribution dans le Hirak a été claire depuis le début. Il n'était pas question de prendre le pouvoir, il n'était pas question de se substituer en tant au pouvoir. Nous sommes restés dans notre mandat de société civile et nous avons essayé d'ouvrir des espaces de débat, des espaces d'organisation. Mais il faut dire, moi je reviens encore à la responsabilité du pouvoir en place, qui est le premier responsable, justement, en termes de la garantie des droits et de la garantie des libertés. Le pouvoir en place ne nous a jamais laissé s'organiser, bien au contraire, il nous a réprimés. Mais c'est pour ça que nous sommes sortis par millions. Pour c'est son travail. Excusez-moi, Rania, c'est aussi votre travail à vous, c'est le travail de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'image de notre société, nous sommes à l'image des combats que nous avons menés, nous sommes à l'image de ce que nous avons arraché aujourd'hui. Il faut dire que le combat n'a pas été facile, nous sommes encore en combat et c'est pas encore terminé. Moi, je dis c'est pas encore terminé. Ce processus est encore en cours. Mais aujourd'hui, dire que le Hirak a échoué, que le Hirak a raté, le Hirak n'a rien raté. Le Hirak reste une idée, le Hirak reste un processus, le Hirak reste moi je dirais une expression plurielle qui est en train aujourd'hui de se construire, qui est en train de se cristalliser. C'est vrai que ce n'est pas facile. Moi je vous dis, Rania, moi c'est la première fois dans mon expérience de militant, qui remonte quand même à combien d'années, c'est pour la première fois où j'ai exercé des contradictions dans le Hirak. C'est pour la première fois où j'ai exercé justement ces contradictions qui sont normales dans la société. Nous avons été une société fracturée, une société divisée, une société atomisée. Le Hirak a essayé de se reconstruire, a essayé justement de se rassembler. Ça n'a pas été facile. Ça demandera aussi du temps, ça demandera aussi de la patience, ça demandera aussi, voilà, des compromis de part et d'autre. Maintenant, vous me dites que les questions sociales ont été évacuées. C'est pas vrai. Pour nous, notre première démarche, c'est d'aller vers les syndicats. Les syndicats, on l'a fait depuis mars. Un mois après, nous avons... La question sociale était exclue quand même, il faut le reconnaître. Avec toutes les contradictions. Eh bien, c'est ça notre société. Non, c'est pas ça notre société. Si elle a été exclue, c'est les acteurs, c'est le peuple qui l'a peut-être pas suffisamment porté. On peut pas reprocher au peuple. Alors, quelqu'un est venu bâillonner les gens qui marchent pour dire de ne pas parler de salaire ou de ne pas parler d'argent. Personne ne l'a fait. Il me semble pas que ça soit fait, c'est du factuel. Est-ce que c'est la faute aux politologues et aux anthropologues si on a éventuellement... Saïd, je reviens vers toi pour une dernière question. C'est toi qui vas conclure ce café presse politique. Pas tout de suite, juste après l'intervention de Louisa Aïd Hamadouche. La réflexion académique, les politologues, les anthropologues aussi ont raté quelque chose. Est-ce que tout à l'heure tu parlais de temps pour de différents temps, le temps politique, le temps économique, le temps culturel identitaire, le temps de la production académique aussi à sa logique. Et il y a pas eu assez de production peut-être et on a raté des choses. Je voudrais dire deux choses. Donc répondre à cette question et reprendre la question est-ce que c'est la faute du Hirak par rapport aux sciences sociales et humaines en Algérie. Il est évident que, et ça c'est pas propre à l'Algérie, les systèmes autoritaires ont toujours comme préoccupation d'annihiler, d'affaiblir, d'aseptiser les domaines ou producteurs de critiques sociales. Ça a été le cas en Algérie. Si vous observez la façon dont ont évolué le système éducatif et le système universitaire depuis ces 30 dernières années ou 40 dernières années, vous allez observer que progressivement, on a fait en sorte d'arriver ce à quoi on est aujourd'hui. C'est-à-dire des spécialités en sciences sociales, en sciences humaines,
complètement marginalisée, dans laquelle on privilégie le quantitatif sur le qualitatif, dans lequel on abaisse chaque année le niveau... du seuil d'entrée. Exactement. Donc on a fait en sorte que les sciences sociales deviennent plus ou moins stériles, et donc soient dans l'incapacité d'expliquer et de prévoir comment la société va évoluer, contrairement aux sciences dures, aux sciences techniques, qui, elles, restent très respectables au sens du niveau. Et on a d'ailleurs remarqué que, tant au niveau de la mobilisation estudiantine que des enseignants universitaires, les enseignants universitaires dans le technique sont beaucoup plus mobilisés que dans les sciences sociales, idem pour les étudiants. Donc ça, c'est réglé. Enfin... La deuxième chose, c'est par rapport au rôle du Hirak dans cette configuration. Pour moi, nous avons une triptyque. Pouvoir politique, Hirak et classe politique organisée. Dans la classe politique organisée, j'entends partis politiques, syndicats, associations, etc. etc. Vous parlez de l'exemple de l'Amérique latine. Le nom du pays m'échappe. Mais il y a quelques mois de ça, une grève générale qui a totalement paralysé un pays d'Amérique latine qui était en proie à un soulèvement populaire. Équateur. Merci. Pour préparer cette grève générale, les syndicats avaient organisé des dizaines de réunions locales et des dizaines, je dis bien des dizaines d'organisations de réunions au niveau national. Les syndicats, pour arriver à une journée de grève générale. Ça veut dire quoi? Pour que une transition pactée telle qu'elle a été réclamée et demandée par la classe politique, en tout cas les plus rationnels parmi eux, avait pour obligation de mettre en place ce troisième acteur. Le pouvoir politique est là. Le Hirak est là comme moyen de pression. Manque le troisième acteur, et il manque toujours. Le troisième acteur, ce sont les forces organisées. Pourquoi ces forces organisées n'existent pas en Algérie? À mon sens, c'est la rente. En Amérique latine, il n'y avait pas de rente. Il n'y a pas de rente. C'est ce qui a permis aux forces économiques de s'organiser parce qu'elles avaient des revendications à faire valoir, des combats à mener. En Algérie, la redistribution massive de la rente, notamment dans la fonction publique, a complètement, en tout cas a grandement affaibli les forces potentiellement revendicatrices. Aujourd'hui, nous avons des syndicats faibles, ils existent, mais ils sont faibles parce qu'ils ont été atomisés, affaiblis, par la stratégie du clonage. Chaque syndicat a son frère ennemi, chaque parti politique a son frère ennemi, chaque association a sa sœur ennemie, parce que dès qu'une association, un parti politique ou un syndicat émerge, on fait en sorte de le diviser de l'intérieur et de créer son double. Donc, première stratégie. Deuxième stratégie, c'est la clientélisation, la redistribution des moyens financiers et donc la clientélisation de la société et l'affaiblissement des syndicats. Alors, je vous dis tout de suite, pour vous rassurer, Café Presse Politique, ce débat est passionnant. Je vous proposerai de le reconduire, si vous voulez bien, dans quelques semaines, parce qu'on est sur des questions essentielles, des questions stratégiques. On ne pourra pas épuiser tout le sujet aujourd'hui, mais vraiment, on prend avec nos amis auditeurs l'engagement de revenir sur ces questions fondamentales grâce à vos excellentes contributions tous les trois. Dans les semaines qui viennent, on va reprendre un peu le fil de l'actualité, les prochains numéros du CPP, malheureusement, parce que le fil de l'actualité est toujours extrêmement lancinant, notamment peut-être avec le déconfinement. Une dernière question, tu vas conclure. Donc, comme je l'ai promis, Saïd Salhi, on a quand même noté cette semaine que le 20 avril s'est tenu à l'abri des regards et à l'abri des mobilisations. Confinement oblige. Un mot sur le 20 avril, très vite, et puis un mot sur la perspective, mais vraiment très vite. Oui, le 20 avril, c'est vrai que c'est une première dans l'histoire du pays depuis 40 ans maintenant. C'est la première fois où nous assistons à un 20 avril sans protestation de rue, sans marche, sans manifestation. C'est vraiment une première. Ça, c'est dû au confinement. Ça reste une journée qui nous a marqué tous. Mais ce que je voudrais dire par rapport au 20 avril, à la question Amazigh, moi je vais revenir à l'emblème Amazigh. L'emblème Amazigh qui reste encore aujourd'hui une question problématique, notamment cette interdiction et ce nouveau code pénal qui revient encore sur une question qui reste bateau, la question de l'unité nationale, la criminalisation de l'atteinte à l'unité nationale. Moi, je dirais cette question reste vraiment une des préoccupations de tous les militants. Tant que ce concept n'a pas été défini de manière claire, tant que cette interdiction n'a pas été levée.
n'a pas été levée, parce que jusqu'à maintenant, il y a encore des militants qui sont... D'abord, les militants ils ont passé 6 mois de prison ferme pour le port d'un emblème qui reste un emblème symbolique pour le pays. Et cette question, aujourd'hui, la question Amazigh, moi, je dirais que le Hirak a fait l'essentiel. L'essentiel, c'est d'en faire de cette question une question nationale. Il y a vraiment, maintenant, la question Amazigh, notamment cette question d'emblème, maintenant, est portée par toutes les régions, dans toutes les wilayas. Donc, aujourd'hui, le Hirak a réussi vraiment à faire avancer la question Amazigh dans la société. Maintenant, par rapport au pouvoir, nous assistons que le pouvoir aujourd'hui est en train d'enregistrer des reculs graves et dangereux sur l'avenir du pays, sur sa cohésion. Donc, une question qui reste en suspens, on l'a très bien compris, Saïd. On va devoir terminer cette émission. C'est quand même Rania Moufo qui va avoir le mot de la fin. Rania. Merci. Non, je voudrais dire rapidement que... Mais vraiment rapidement. Rapidement. Les raccourcis, c'est pas intéressant. L'Algérie est une terra incognita. Il faut qu'on réapprenne à la penser. Depuis l'intérieur. Qu'est-ce que je dis quand je dis? Je dis pas que le Hirak a échoué. Je dis que les forces politiques qui ont pensé qu'elles pouvaient utiliser ce mouvement populaire qui était une insurrection globale et magnifique, dont j'ai été, en pensant que c'était le moment d'aller prendre le pouvoir, ont échoué. Elles ont fait une erreur grave. Elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris que cette société était défaite et qu'elle est venue pour reparler, pour réparer quelque chose, reconstruire du tissu social par la Selmiya, par le Khawa. On a voulu mener ce mouvement et on l'a mené dans des impasses. Ce qui ne veut absolument pas dire que le Hirak a échoué. C'est cette couche-là qui a échoué. Parce qu'elle a amené le mouvement vers des impasses. C'est une précision importante. Merci Rania. Je tenais à dire absolument. Cela. Merci. C'est une précision importante. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis dans le Café Presse Politique numéro 400. Notre ami et confrère Khaled Rani, toujours détenu à la prison de Blida. Vous pouvez nous suivre sur le site de Radio M, radio-m.info, avec un VPN depuis la censure jeudi dernier de ce site, ainsi que celui de Maghreb Émergent, et également sur tous nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour tous vos expressions de solidarité qui nous ont donné la force de continuer cette semaine, et nous serons toujours là tant que vous serez avec nous. Merci beaucoup. À comme ça. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.